Bon Max, ça y est, ça démarre. Fais-moi un vrai check officiel. Ça va, ouais, ça va, merci, merci. Toi. Bon donc troisième Open d'Australie, tu me disais. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux commencer par nous dire comment tu as connecté avec Victoria Azarenka, qui est ancienne numéro 1 mondiale, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Elle a été numéro 1 mondial en 2012. Donc moi, voilà, j'ai joué le circuit aussi. J'ai été 500 et quelques mondiales. J'étais 530 au mieux. Et donc à l'âge de 26 ans, j'ai décidé en fait d'arrêter ma carrière pendant le Covid. Du coup, en fait, je commençais à me questionner sur mon futur. Et du coup, j'ai décidé en fait je voulais rester dans le tennis, quoi qu'il arrive. Donc j'ai en fait demandé à Mouratoglou si c'était possible de faire la formation là-bas, parce que j'avais entendu d'autres joueurs qui avaient fait la formation là-bas. T'es dans le coin toi? Ouais, alors moi je suis d'Aix-en-Provence, en fait, à la base. Je m'entraînais sur Aix depuis des années, à l'académie de Rodolphe Cadar. Je sais pas si tu connais. Et du coup, voilà, donc je m'entraînais là-bas, j'ai décidé d'arrêter et j'ai voulu faire ma formation là-bas. Et je suis allé donc à Mouratoglou, c'est une formation d'1 an pour le DE. Euh, et donc, moi, j'ai mes parents qui sont aussi sur la région canoise et Mougins, donc c'est pas loin de l'académie. Donc, je suis allé là-bas et j'étais toujours numéroté français quand j'ai commencé la formation. Donc, ils m'ont pris aussi et pour pouvoir aussi jouer avec tous les pros qui venaient s'entraîner là-bas. Et puis, même moi, j'avais fait la demande, je voulais toujours garder un niveau de tennis plutôt bon. Donc, je leur ai proposé aussi de faire du sparring s'ils avaient besoin. T'étais avec qui là-bas en tant que sparring? J'ai été alors chez les mecs, il y avait des Tsitsipas, Jérémy Chardy quand il jouait encore. Euh, J'en oublie Medvedev aussi, ouais, Medvedev. Puis il y avait aussi des juniors qui étaient en train de monter comme Marc Lajal, qui maintenant joue très bien. Donc ouais, ils m'ont même aussi demandé de faire 2 semaines de sparring pour Chapovalov à Dubaï. Donc ça, c'était ouais, au mois d'avril. Pourquoi il avait une structure d'entraînement là-bas ou? Non, non, en fait, c'est tout simplement, ils étaient en pourparlers pour peut-être qu'ils signent avec Mouratoglou. Et donc, en fait, ils avaient voulu mettre en place une structure pour lui pour les 2 semaines où il voulait s'entraîner. Donc, ils avaient besoin de sparring. Et donc, ils avaient fait appel, en fait, à 2 mecs de Mouratoglou, dont Marc Lajal et moi-même. D'accord. Donc, j'ai été là-bas avec Marc Lajal, Thomas Lebouche, qui est le coach de Marc. Un peu dans le trou chapeau là en ce moment-là. Ouais, blessure, hein, je crois, hein, blessure depuis. Je crois que ça fait 1 an maintenant. Il galère un peu, mais bon, j'ai vu là, il est autour des 100. Donc il a quand même bien droppé, mais bon, après le niveau, il a été top 10. Il joue vraiment bien, donc bon, ça va prendre du temps, mais je pense qu'il va revenir. Ouais. Et ouais, donc voilà, donc du coup, c'est comme ça qu'en fait, j'ai aussi fait beaucoup de sparring pour les filles. Donc il y a les Coco Gauff, Amanda Anisimova. Euh, j'ai joué aussi avec la chinoise Wang qui était là et Vika. Et donc en fait Vika est venue s'entraîner. À l'époque elle était coachée par Dorian Desclois, qui est un très bon pote à moi. Parce qu'on a joué le circuit ensemble. On est parti au fin fond de la Turquie en futur ensemble. Il a eu à peu près le même classement que moi. Il a été autour des 600 je crois. Et juste quand t'es 530, 600, t'as combien de points? T'en as une cinquantaine, je crois. Je jouais entre 50 et 60, il me semble. Et les pros les plus cool et les plus stricts, on va dire, c'était lesquels avec qui t'as tapé là, quand t'as fait sparring? Daniel, en fait, pour la petite histoire, Daniel, je l'avais joué en futur à Mulhouse dans un 25 000. Ouais. À l'époque, ouais, on avait à peu près le même classement d'ailleurs. On était autour de 600 tous les deux. Il m'avait mis une belle branlée d'ailleurs. Ah ouais? Ouais, j'avais pris 2 et 2. Tu sentais que le mec, il était au-dessus, il servait déjà grave dans le jeu, il ratait pas une balle, enfin comme aujourd'hui, quoi, le même type de jeu, mais Ouais, c'est un peu le même plan, quoi. ouais, le même plan de jeu. Donc du coup, Dani, je connaissais un petit peu, donc ouais, Dani, un mec vachement cool, vachement ouvert. Popirine aussi, j'ai joué avec Popirine, très sympa. Ouais. J'ai fait un petit match d'entraînement avec lui, le mec a été vachement top. Ça sent le gars déconneur, lui. Là, je le croise à droite, à gauche. Tu sens qu'il va chambrer tout le monde. Et puis, il va vers les gens. Ça a l'air d'être un mec hyper à l'aise. Ouais, mais d'ailleurs, je trouve que ça se ressent même dans son jeu. Il est assez créatif. Ouais. Il a pas peur un peu de faire le showman. Il aime bien s'appuyer du public et tout ça. Donc non, non, c'est un mec vraiment cool. Ouais.
Et donc tu fais sparring avec Vika, et là, paf. Ouais, alors, première fois que je fais sparring avec elle, je crois qu'on tape 2 heures. Ça se passe très très bien. Et à la fin de l'entraînement, moi, bien sûr, c'était Vika Azarenka. Donc je me dis, bon, c'est quand même un nom chez les filles et tout ça. Je prends une petite photo avec elle, tranquille. Et du coup, en fait, après, elle me pose la question, elle me dit, et toi, qu'est-ce que tu as fait et tout ça. Donc je lui raconte un peu ma petite histoire. Et puis, en fait, elle me dit, OK, donc tu veux coacher, tu veux faire du sparring. Je dis, bah ouais, j'aimerais coacher sur le tour. Et, euh, et je savais que chez les filles, quand tu voulais commencer chez les filles, très souvent, tu commences en tant que sparring, surtout si tu as eu un niveau plutôt bon. Et donc, elle me dit OK, OK. Et en fait, peut-être une demi-heure après, Dorian, son coach, à l'époque, m'appelle et me dit voilà, Vika, elle a vraiment kiffé taper avec toi. Elle aimerait te proposer de faire des semaines de sparring chez elle pendant la pré-saison. Ouais. Donc ça se passe, on était, je crois, au mois de novembre, c'était début novembre. Et donc, en fait, c'était pour venir faire des semaines entre décembre et janvier, quoi, En Floride? en Floride chez elle. Et pour nous situer le niveau, quand tu tapes avec elle, classement mec, tu penses que ça joue combien? Alors, si tu enlèves service-retour et que tu fais juste, tu sais, tu commences, t'engages croisé, tu joues le point, elle joue négate, Ouais, vraiment. Ouais, je dirais un bon -4, je pense. d'accord. Voilà, après, quand tu rajoutes service-retour et puis avec toutes les variations Ouais. que les mecs ont, avec le jeu qu'on a, ouais, je pense que ça drop un petit peu, mais c'est quand même costaud, quoi. Il faut envoyer, quoi. Service retour, c'est quoi? Un 6 peut-être? Ouais, ouais, 0, je pense, un 6-0, ouais. Ok. Ouais. Après, voilà, ça dépend aussi le type de surface, le type de jeu aussi que toi tu mets en place en Ouais. face pour la gêner. Mais si vraiment tu joues à un style de jeu que beaucoup de filles jouent à plat, où ça frappe en cadence, il n'y a pas trop de variations, elle est là, quoi, elle est présente. Sur gazon, ça peut taper à -2 quoi. Ouais, Sur un bon jour. ouais, ouais, sur un bon jour, ouais, ouais. Surtout que Vika, c'est une fille qui retourne très très bien. Mm. Donc ouais, ouais, ça peut être très pénible. Donc là, tu prends la navette et tu pars en Floride. Boum. Ouais, donc du coup, on a dû voir avec Mouratoglou et avec l'académie comment s'organiser. Et, bien sûr, comme c'est Vika, bah, elle a quand même beaucoup de passe droit. Donc moi, j'ai pu être en fait dévié de ma formation pendant quelques semaines pour D'accord. pouvoir partir là-bas. Donc j'étais censé partir 2 semaines. Au final, j'en ai fait 6. Ouais. Voilà, et en fait, Dorian, qui était son coach à l'époque, lui, bah, il avait une situation aussi où il avait une situation familiale où il a quand même, il avait 3 enfants en bas âge, donc lui, il pouvait pas voyager toute une année complète et faire 40 semaines, quoi. Donc, en fait, de fil en aiguille, Vika a commencé à me poser moi plus de questions aussi sur son jeu, de comment je voyais les choses, qu'est-ce que je pensais en fait typiquement de son jeu, comment on pouvait l'améliorer. Et en fait, ça s'est fait assez naturellement où avec Dorian, on lui a proposé de commencer, de peut-être splitter l'année en deux, de couper l'année en deux. Par exemple, lui faisait 25 semaines, moi j'en fais 20 ou inversement selon les tournois, et de lui proposer en fait une programmation de tournoi qu'on pouvait adapter, où moi je pourrais être dispo sur telle ou telle semaine et Dorian aussi. Alors attends, raconte-nous juste la pré-saison là. Elle a une baraque de dingue, elle a un cours dedans, jacuzzi juste à côté, ça marche comment? Ouais, ouais, elle a une baraque de dingue. Après, non, elle a pas de court de tennis chez elle, mais en fait, enfin, sa maison, elle est pas loin de la John Evert Academy. D'accord. Donc, c'est une grosse académie aux US, basée à Boca Raton. Ok. Et là, en fait, c'est un énorme centre d'entraînement où il y a énormément de joueurs et de joueuses qui s'entraînent là-bas. Les conditions en Floride, bah, il fait toujours beau, il fait toujours chaud. Au mois de décembre, t'es en short t-shirt à 7 heures du matin, donc c'est hyper agréable pour s'entraîner et pour préparer justement toute la saison ici en Australie. Et tu lâches chez elle à ce moment-là? Ouais, 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 moi, ouais. Enfin, au tout début, non, j'étais dans un appartement à côté. Et puis, en fait, Vika, c'est quelqu'un qui aime aussi avoir un espèce de, une espèce de famille autour d'elle et qu'on soit un peu tous ensemble. Donc là, ouais, en ce moment, on est logé chez elle. Elle a une grande maison, donc on se marche pas dessus. Et rapidement, tu sens que tu deviens pote avec elle ou ça reste. C'est quoi son type de personnalité? Ouais, ben Vika, après, c'est quelqu'un qui a eu ça fait quand même beaucoup d'années qu'elle est au
au plus haut niveau. Et là, en fait, elle avait envie en fait, de s'entourer d'une équipe plutôt jeune. Dorian, qui avait, à l'époque, quand il a commencé avec elle, il avait une trentaine d'années. Moi, j'étais un petit peu plus jeune, mais en fait, elle avait envie d'avoir cette dynamique-là avec des jeunes de son âge qui permet de se sentir à l'aise et de pouvoir s'ouvrir même au-delà du tennis et pouvoir avoir des discussions ouais, en tant que pote dans une certaine manière. Ouais. Elle a quel âge là? Vika, elle a 34 ans, elle est de 89. Donc ouais, elle avait 31 à cette époque-là. Et, euh, et en tant que sparring, quand tu voyages, c'est quoi les salaires? Euh, bah, honnêtement, tu as un peu de tout. Tu as plusieurs tranches. Moi, Un coach c'est entre 1005 et 4000, on va dire, la ouais, semaine, par là. ouais. Tu divises par deux en tant que sparring ou pas forcément? Ouais, facilement, ouais. Ouais. Ouais, je pense, ouais. Après, voilà, moi, j'ai commencé comme ça. En fait, j'ai commencé au début en tant que sparring avec elle pendant les premières semaines. Et une fois qu'on a proposé à Vika, justement, qu'elle ait en fait deux coachs pour pouvoir combler l'année, moi, à partir de là, j'ai pris un autre rôle, un rôle complètement différent où j'ai été son coach au début en binôme avec Dorian. Ouais. Et puis après tout seul, une fois que lui, il a pris un chemin différent, j'ai été le coach numéro un de Vika. Mais en tant que sparring, du coup, les sparring prétendent à combien, tu peux nous dire ou pas? Ouais, bah, ouais, pour te donner une idée, c'est entre 500 et 1000 la semaine, D'accord. voilà, en tant que sparring. Tout dépend forcément la joueuse, le joueur, le Ouais. budget, quoi. Exactement, tout dépend un peu, ouais, le joueur, le type de joueur que c'est, et puis ce qu'ils peuvent mettre en fait. Après, quand tu es un joueur de haut niveau et que tu te permets de prendre un sparring, généralement c'est top level. Surtout un mec, pour avoir une qualité de balle supérieure, c'est que tu es au moins dans les 15 premiers mondiaux, Ouais. quoi. Ouais, c'est ça, c'est à peu près ça. C'est autour. On dit que c'est les 20, 25 premières, c'est elles qui peuvent se permettre, ben, parce que ça rajoute des frais supplémentaires forcément. Et, euh, et du coup, ouais, c'est ça, c'est autour du top 20 mondial. Top. Du coup, tu deviens son coach progressivement, où tu partages les semaines, et maintenant tu es full time. Euh, Comme là, on fait un format réduit parce qu'on est sur un grand chelem, ça joue, ça s'entraîne aujourd'hui, tout ça, faut garder de l'influx. Peut-être raconte-nous les deux, trois highlights que vous avez, les meilleurs moments, les meilleurs résultats, ou même, pas forcément en termes de résultats, mais de moments partagés, de moments de vie que vous avez vécu ensemble depuis 3 ans. Ouais, bah, quand tu parles de highlight, moi, il y en a deux qui me viennent en tête. Alors forcément, c'est relié avec les résultats, mais c'est là où pour moi, j'ai vécu des émotions qu'en fait j'ai vécu en tant que joueur et que tu retrouves dans le coaching aussi. Et pour moi, ça, c'était vachement important aussi Ouais, pour mon épanouissement personnel. Mais il y a Indian Wells en 2021 quand elle fait finale. Elle perd 7-6 au troisième sur Badoza. Match de dingue. Où là, on est passé. En fait, tu passes par toutes les émotions pendant le match. Tu sors de ce match, t'es rôti complet, t'es vidé. Tu mets du temps aussi à récupérer. Et ouais, ce match-là a été énorme. Vika, elle a mené 5-4 au troisième break. Elle sert pour le match. Au final, elle perd 7-10 au troisième, mais une qualité de match sur une finale de Master 1000 qui est aussi considérée comme le cinquième grand chelem parce que Indian Wells est considéré vraiment comme le meilleur Master 1000 de l'année ouais. et le plus bon en tout cas. Et donc voilà, il y a celui-là, il y a un souvenir énorme sur ce tournoi-là et puis forcément la demi-finale de l'Australian de l'année dernière où bah, en quart de finale, elle a survolé le match, elle a battu Pegula qui était top 5, elle lui a mis 4-1 en jouant un très très gros tennis. Donc là, pareil, tu vis des émotions assez énormes et je trouve très très difficile à retransmettre aux gens et à décrire aux gens quand t'es pas vraiment dans le moment, quoi. Quand tu commences à bosser avec elle, elle est combien à ce moment-là? Elle était juste en dessous des 30, il me semble. Elle était redescendue parce qu'elle avait eu des problèmes avec son ex, elle pouvait pas voyager, tout ça. Elle était redescendue combien au plus bas? Il me semble qu'elle elle était redescendue en dessous des 100, il me semble. Ouais.
Puis voilà, ouais, elle pouvait pas trop bouger, elle pouvait pas jouer, donc ça a été compliqué. Et puis une fois qu'elle a repris, euh, bah, très vite, le niveau, elle a très vite retrouvé. Et ouais, je crois que quand on a commencé, elle était autour des 30 ou peut-être 33, 34, par là. Et du coup, ce résultat Indian Wells dont tu parles, ça fait 6 mois que vous êtes ensemble. Est-ce que toi, ça te conforte, même si tu as une Ferrari entre les mains qui à tout moment peut claquer un gros résultat? Est-ce que ça te conforte sur le fait que le boulot est bon? Et est-ce que au début, comme ça, tu serres un peu des fesses en disant à tout moment, je peux sauter si les mauvais résultats s'enchaînent? C'est quoi l'envers du décor avec une telle championne? Ouais, c'est une très bonne question. Je pense que à ce niveau-là, il y a une exigence énorme envers elle-même, mais aussi envers ben, son équipe. Donc forcément, puis tu l'entends sur le tour, surtout sur la WTA, malheureusement, les coachs, ils sont sur la sellette. Ça peut aller très vite. Il suffit que une fille perde deux, trois matchs et tu peux sauter en tant que coach. Donc il y a une précarité énorme. Après, voilà, moi, je partais du principe, j'étais jeune coach, je commençais un peu avec Vika, qui, comme tu dis, c'est déjà une Ferrari. Mais voilà, j'étais confiant sur ce que moi, je pouvais lui apporter. Et puis voilà, ça s'est vu avec ce résultat-là. Maintenant, euh, en fait, tu te remets en question tous les jours. Tu essaies d'apporter quelque chose tous les jours, quelque chose de nouveau si besoin, de consolider en fait les bases, parce que Vika, c'est une fille qui a des fondations déjà énormes. C'est pas une fille qui a 18 ans et qui commence le circuit. Elle a déjà du vécu sur le circuit, donc elle se connaît aussi elle-même, ce qui est à mon sens hyper important. Et donc voilà, il faut toujours se renouveler, toujours essayer d'apporter quelque chose. Et forcément, quand tu fais un bon résultat, ben, toi, ça te conforte dans l'idée que vous faites du bon boulot. Mais ce n'est pas une fin en soi, parce qu'en fait, dans le tennis, tu regardes, tu as des semaines où tu joues bien, d'autres où tu joues moins bien. Et en fait, chaque semaine est un nouveau départ. En fait, il faut repartir le lundi d'après, quoi. Il y a des moments où tu as flippé vraiment, où tu t'es dit là, ça pue là. Ouais, mais après, Vika, elle a cette faculté aussi d'être assez sereine et assez consciente sur ce qu'elle peut faire de bien et ce qu'elle fait de moins bien. Donc, elle a aussi ce vécu-là qui permet de prendre du recul. Et, euh, et donc, bien sûr que c'est dans un coin de ta tête, quand il y a un, deux, trois mauvais résultats, tu dis, bon, là, ça peut tourner un peu. Mais bon, après, tu le sais, quand tu commences ce type de job, ça fait partie du jeu. Et tu sais pas combien de temps ça va durer. Ça peut durer 2 semaines, comme ça peut durer 3 mois, 3 ans. Moi, ça fait bientôt 3 ans que je suis avec Vika, ce qui est assez rare sur le circuit féminin, une longévité pareille. Mais, euh, mais bon, moi, j'essaie toujours de regarder vers l'avant, de me focaliser sur ce que moi, je peux lui apporter. Et puis après, le reste, on verra. Ce qui est marrant, c'est qu'elle a une team de Frenchies autour d'elle. Là, on est dans un immeuble à Melbourne et un matin, je vais à la salle de sport et j'entends deux Français qui rentrent et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un salon avec des Français et je leur dis, salut, qu'est-ce que vous faites à Melbourne? Ils disent, bah, on est là pour le tennis, on est dans l'équipe d'une joueuse. Je dis, ah, bah cool, c'est qui? Et en fait, c'était son prépa physique, Francis, et ta copine Marine, qui voyage avec vous depuis un peu plus d'1 an. Euh, Pourquoi est-ce qu'elle s'est entourée de Frenchie? C'est le hasard des choses ou le physio, il est français Ouais, il aussi est ou pas? français aussi, ouais. Ah, mais c'est incroyable. Ouais, ouais, Parce que elle est entourée de Français, ouais. Elle est entourée de Français. Alors ça, c'est une question à lui poser. Vika, elle est fan du PSG déjà. ouais. Elle adore le PSG. Je pense qu'elle aime beaucoup la France, même si elle veut pas trop le dire. Euh, mais ça, c'est plus pour le côté pour nous chambrer. Mais ouais, non, c'est vrai. En fait, bah, son physio, Jean-Pierre, ça fait plus de 10 ans qu'il bosse avec elle. Ouais, ouais. Donc c'est quelqu'un de, ouais, il la connaît par cœur. Et puis c'est quelqu'un dans son entourage qui est primordial pour elle. C'est vraiment sa personne de confiance aussi. Donc, Tu communiques beaucoup avec lui pour parfois avoir du feedback qu'elle te dit pas forcément? ouais, bien sûr, mais je pense que c'est un travail commun, tu vois. C'est vraiment moi j'apporte des choses que Francis, le coach fitness aussi, euh, peut prendre. Lui il me dit aussi des choses que je dois prendre.
Et pareil avec Jean-Pierre, c'est vraiment un travail d'équipe. Euh, mais voilà, donc pour répondre à ta question, ouais, Vika, ouais, elle s'entoure que de Français. Est-ce que c'est une coïncidence ou pas? C'est difficile à dire. Après, voilà, comme je te disais, elle voulait avoir une équipe plutôt jeune et dynamique autour d'elle. Et voilà, Francis, il a 35 ans aussi, il est jeune, il est dynamique, donc je pense que c'est quelque chose qu'à rechercher. Ce qui m'intrigue à savoir, ce qui m'intrigue de savoir, c'est que vous êtes là depuis les qualifs et, euh, et le tournoi, c'est une fourmilière. Il y a du monde, mais partout, ça n'arrête jamais. Ça se regarde énormément, ça s'observe, ça prend un jus phénoménal d'être au milieu de toute cette foule. Moi, je sens, là, ça fait bientôt 2 semaines que je suis là, je suis vidé du fait de croiser autant de monde et voilà, de parler tout le temps. À quoi ça ressemble quand les huitièmes, quarts, demi se profilent du tournoi, que ça se vide et que du coup ça se retrouve entre vraiment meilleurs? Est-ce que tu peux nous faire vivre ce moment du tournoi, même si bah, les gens qui nous suivent connaissent pas forcément le player lounge, le resto, qui sont des endroits hyper denses? Toi, comment tu les vis quelle ambiance s'en dégage, quoi? Ouais, alors, ouais, c'est une très bonne question. En fait, il y a deux types de manières, je pense, de le prendre. Il y en a pour qui c'est un peu angoissant, le fait de se retrouver où il y a de moins en moins de monde. Et du coup, tu dis, là, on arrive vers la fin du tournoi et tout ça. Et pour d'autres, où c'est vraiment super excitant, où tu dis, bah ouais, là, c'est vraiment les meilleurs du tournoi euh, sur le moment qui sont là. Euh, Après, nous, dans notre équipe, c'est quelque chose forcément qu'on aime bien parce que ça veut dire que tu joues bien, que tu vas loin. Et puis, ça amène une certaine sérénité et un calme, le fait de se dire, bah, tu sais que tous les jours, si tu gagnes un match, tu rejoues que 2 jours après. Donc, forcément, bah, tu sais que ça va se vider pendant ce laps de temps. Et ça permet voilà, de ne pas trop s'éparpiller. C'est vrai que là, sur les premières semaines, c'est incroyable le monde qu'il y a. Surtout que là, il y a les juniors qui vont arriver aussi. Donc là, ça va être aussi, ça va être très très dense. Euh, Après voilà, nous en termes de préparation, on était sur Brisbane la semaine passée. Enfin maintenant il y a 2 semaines. Vika a fait demi là-bas, donc on a pu, c'était cool parce qu'elle a pu jouer quand même pas mal de matchs et pouvoir prendre de la confiance avec ce résultat. Et donc on a décidé la semaine d'après de venir directement sur place et de ne pas jouer d'autres tournois parce on a vu elle avait assez de matchs euh, pour elle. Et donc, ouais, ça fait plus d'une semaine maintenant qu'on est là. Après, on essaye vraiment de gérer les temps où voilà, on vient sur place, on essaye de ne pas venir trop tôt pour pas perdre trop d'influx, pour pas commencer à parler à droite, à gauche, de passer du temps dans le player lounge parce que tu te retrouves très vite, comme tout le monde se connaît, c'est un monde hyper petit au final, même s'il y a beaucoup de monde, tu connais tout le monde, tu vois les mêmes têtes toute l'année. Donc voilà, t'as très vite fait de passer énormément de temps et tu peux vite te perdre, tu peux laisser beaucoup d'influx. Donc nous, on essaie vraiment de garder cette sérénité, de venir pour les entraînements, faire ce qu'il faut, prendre le temps qu'il faut aussi à passer du temps sur le site du tournoi. Et puis une fois que c'est fait, on rentre et on passe du temps ici à l'appartement, on part marcher, on part se balader un peu dans Melbourne pour essayer de sortir aussi de cette bulle. En fait, c'est une bulle en elle-même, hein. Melbourne, pendant le tournoi, c'est très très dense. Ouais. Là, d'ailleurs, on est à 15 minutes de voiture, on est un peu excentré. Ouais. Et moi, ça me fait du bien parce que c'est calme ici. Ouais. Et j'ai l'impression le soir, quand je rentre, de croiser des vrais gens dans la vraie vie. Ouais. Ce qui est plutôt sympa. Et je crois que vous faites des restos un peu dans Melbourne. Vous sortez justement, vous faites l'effort de sortir de cette bulle, non? Ouais, ouais, clairement, clairement. On essaye, voilà, on essaye. Alors, c'est pas tous les soirs, bien sûr, il y a des soirs où on est tous un peu tranquilles, chacun fait un peu son truc dans son coin. Je pense que c'est vachement important aussi, vu qu'on se voit toute la journée, toute l'année, on est tout le temps ensemble. On essaye, voilà, aussi de se retrouver, d'avoir chacun son moment aussi séparé un peu. Mais ouais, ouais, sinon on essaye de faire des restos tous les 2 soirs, tous les 3 soirs, ensemble, tous ensemble pour essayer de. C'est un peu le team building, quoi, un peu tous ensemble, quoi. Juste pour bien nous faire comprendre, Victoria Azarenka, là, son classement, c'est quoi? Là, elle est 22e mondiale. Ouais, donc elle a encore peut-être de la marge au classement, j'imagine. Ouais. Euh, mais en termes
de starification, ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est une énorme star qui pèse très très lourd en termes de contrat de sponsoring? Euh, Est-ce que elle est en fin de carrière, du coup c'est ventre mou? Ouais. C'est quoi de ce point de vue-là la personnalité et la réalité du terrain? Ouais, ce qui est certain, et moi je me suis rendu compte très très vite, c'est quoi? C'est une star dans son sport. Elle a un aura qui est énorme dans le tennis féminin. Moi, les tout premiers tournois où j'ai commencé avec elle, j'ai été vraiment surpris de ça. Euh, pour te donner un exemple, on était à Berlin. Elle jouait avec des filles qui étaient même mieux classées qu'elle sur le papier. Et à chaque fois, c'était ah non, non, on fait comme Vika veut, on fait ce que vous voulez, c'est Vika, c'est vous qui décidez, tu vois. Donc, ça, j'ai été très surpris de ça au tout début. C'est là où tu prends en fait l'ampleur de la joueuse que tu coaches en fait. Elle a Et, une sorte de totem, de manière. Elle a été numéro 1 et ouais, puis elle ouais, dégage un truc, ouais. exactement. Elle était numéro 1 mondiale, vainqueur de Grand Chelem. Elle a gagné 2 fois ici, en 2012 et 2013. Donc, ici, c'est vraiment la star. Tu sens que elle a quand même beaucoup de passe droit de par son statut. Et donc, ouais, ouais, non, c'est assez incroyable de voir ça quand tu es de l'intérieur. Et en termes de sponsoring, c'est encore très très lourd, ça pèse. Parce que, euh, alors oui, elle claque une demi l'année dernière en Grand Chelem. Vous claquez une demi d'ailleurs. Donc ça rentre en prize money, mais voyager avec un physio, ça a un coût. Avoir un team autour de soi, ça a un coût. Tout ça, c'est très très facilement amorti quand on est Victoria Azarenka, même à 34 ans, quoi. Alors, pour être honnête, très très facilement amorti, je sais pas. Je pense que oui, je pense qu'il n'y a pas il y a pas de problème sur ce côté-là. Après, voilà, Vika, c'est. En fait, les joueurs de ce niveau-là, c'est des chefs d'entreprise, en fait. Et eux, ils ont un staff autour d'eux, et elle a X personnes autour d'elle. Donc, forcément, ça a un prix. Mais de l'autre côté, elle a aussi des rentrées d'argent par les tournois, par les sponsors. Euh, j'ai aucune idée, mais vraiment strictement aucune idée des sponsors, ce qu'elles gagnent et tout ça. De toute façon, c'est quelque chose, j'estime, qui me regarde pas. Ouais. Moi, je suis là pour faire mon boulot. Le reste, c'est pas de mon. Ça me regarde pas, en fait, tout simplement. Tes rêves à toi avec elle ou dans ta carrière, même, parce que tu es un jeune coach. Tu fais combien de semaines juste par an? Là, ça fait 3 ans que je fais entre 35 et 45 semaines l'année. Donc, c'est du full time, en fait. Ultra dense. On parlera de comment tu as fait pour faire venir ta copine dans le team sur un autre épisode peut-être. Là, le temps presse, je dois aller au stade aussi. Ouais. Et du coup, ouais, tes rêves avec elle et en tant que coach, globalement. Alors, rêve ultime, je pense, en tant que coach, je pense le Graal, c'est de gagner un grand chelem. Voilà, donc ça serait, voilà, ça serait un rêve de pouvoir faire ça, et notamment avec Vika. Je pense que Vika, elle en est capable aujourd'hui. Tennistiquement, elle est très très forte. Voilà, après, tenir 2 semaines de grand chelem, c'est long, c'est éprouvant. Donc ouais, je pense que le rêve, c'est ça, que ce soit avec Vika, de pouvoir soulever. Une coupe de Grand Chelem, ça serait le rêve. Et quand tu coaches les femmes, est-ce que tu te mets une étiquette coach féminin ou pas forcément? Parce qu'on voit beaucoup de mecs qui restent vraiment leur carrière chez les femmes, quoi. Ouais, ouais. Bah, j'ai toujours entendu ça, que quand tu commençais avec les femmes, généralement, tu avais une étiquette de coach sur le tour féminin. Après, voilà, moi, je me fixe pas de barrière, je me fixe pas de limite là-dessus. J'aimerais bien aussi coacher chez les mecs. Après, on verra, ça dépendra aussi des opportunités. Euh, Ce qui est sûr, c'est que quand tu coaches une fille comme Vika, ben forcément, tu t'ouvres normalement d'autres portes pour coacher surtout des filles. Après, voilà, moi, j'exclus rien et puis on verra l'après Vika, j'ai envie de dire. T'as eu des propositions de mecs? Non, 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 pas eu de proposition pour l'instant. Euh, je cherche pas non plus pour l'instant à changer, donc c'est pas dans l'optique aujourd'hui. T'es un gars heureux? Je suis un gars très heureux, ouais. J'aime ce que je fais. Comme je te disais avant, moi, ce qui était important pour moi aussi, c'était de retrouver cette espèce d'adrénaline que tu as en tant que joueur. Je ne savais pas si j'allais la retrouver en tant que coach. Et en fait, tu vis des émotions de dingue aussi en tant que coach.
tu as beaucoup moins de contrôle, donc c'est à la limite beaucoup plus stressant, parce que c'est pas toi qui joues. Euh, Beaucoup plus stressant et excitant à la fois. Et donc ouais, non, j'adore ce que je fais, je kiffe ce que je fais. On est des privilégiés, il faut quand même pas l'oublier. On est dans les plus beaux hôtels du monde, on voyage à travers les 4 coins du monde. Alors oui, c'est éprouvant, oui, c'est des sacrifices aussi, mais comme dans tout job, j'ai envie de dire. Et, euh, et on reste quand même des privilégiés. T'as un prépa mental pour gérer tout ce stress ou c'est Marine qui gère ta copine? Ouais, non, non, j'ai pas de prépa mentale. Après, voilà, Marine a joué aussi au tennis. Elle connaît le tennis. Elle m'a suivi quand moi je jouais. Là, elle voit aussi une autre facette, euh, avec forcément du très très haut niveau. Mais donc c'est facile de pouvoir échanger avec elle sur mon ressenti après les matchs, notamment quand c'est un peu plus dur, quand il y a des moments un peu plus durs. Euh, on est vachement complices là-dessus, donc c'est cool. Bon, Vika, vous avez battu Camila Giorgi la premier tour, 3-7 d'ailleurs. C'est quoi le second tour? Elle joue Clara Tauson, une Danoise qui joue très bien, très dangereuse, qui frappe très très fort dans la balle. Donc voilà, après, en Grand Chelem, je trouve qu'au fil des années, tu as de moins en moins de tours faciles. Ok. Le niveau est de plus en plus dense, les joueuses jouent de mieux en mieux. Donc voilà, on va essayer de bien préparer ça aujourd'hui, garder une bonne nuit de sommeil ce soir et puis essayer d'aller vers l'avant demain. Tu regardes des vidéos des joueuses pour préparer? Ouais, ouais. Sur une joueuse comme Clara que tu connais peut-être pas forcément par cœur, quoi. Ouais, ouais, bien sûr, énormément. Je passe aussi beaucoup de temps en dehors du terrain à faire du visionnage. Je fais des analyses vidéo, je fais du montage vidéo aussi pour que je puisse montrer à Vika. Ouais, ouais, non, c'est le boulot que les gens peut-être voient pas. Ils pensent qu'on est sur le court pendant 1 heure ou 1 heure et demie par jour et derrière il se passe plus rien. Mais non, il y a aussi beaucoup de repérage en fait, on va dire. Tu vas voir aussi les adversaires dans les tribunes? Bien sûr. Dès que je peux, si le temps me le permet, enfin si je peux, bien sûr, je vais voir les matchs des futurs adversaires de Vika. Tu disais qu'il y avait de moins en moins de tours faciles, mais je me souviens à l'US Open, j'adore Fiona Ferro, mais bon, là, vous lui avez collé une sacrée rousse. Est-ce qu'à ce moment-là, quand tu es dans le player box, tu te dis, OK, ça part en branlée, on est tranquille? Non, honnêtement, pas du tout. Moi, je suis pas du tout dans ce registre-là. Je pars du principe que, bon, oui, tu peux gagner un premier set 6-1. C'est ce qui s'est passé, par exemple, hier sur le match de Vika. Elle a gagné le premier set 6-1 en jouant très bien, en étant solide. Et puis, ça peut basculer très vite. Il suffit une petite brèche du côté de Vika, l'autre qui joue un peu plus chaud pendant 20-30 minutes et ça peut de suite plus se corser. Donc non, sur le match de Fiona, par exemple, surtout connaissant un peu le jeu de Fiona, je trouve qu'elle joue extrêmement bien. Donc je prends pas du tout de match à la légère et je me dis pas pendant les matchs, ah, ça va dérouler Ouais. ou quoi. Non, non, je garde toujours ce, cette espèce d'alert mode, tu vois, que tout peut se passer en fait. Je viens de voir que tu as reçu une notification, il est 10h14, j'ai ma navette dans 1 minute. Ah, Merci mec d'avoir pris ce temps, en tout cas c'était hyper cool. merci à toi. Bon tournoi. Merci, bah merci beaucoup et puis à bientôt. Ouais, on se recroise sur les autres grands chelems, on s'était rencontrés à Roland, on s'était revu à Wim. Ouais. On est en contact, hein. On se fait un épisode un peu plus dense quand vous faites claquer un grand chelem. Ouais, j'espère, il n'y a pas de souci, on se retrouvera là-bas. Ouais, pas de souci. Allez, vamos, ciao. Ne partez pas tout de suite, je me suis fixé une mission à Melbourne pour vous coacher les légendes, c'est de récupérer le conseil numéro 1 de Goran Ivanisevic, coach du grand favori du tournoi et numéro 1 mondial Novak Djokovic. Abonnez-vous à notre newsletter gratuite en lien juste en dessous dans la description pour recevoir le sésame du vainqueur de Wimbledon 2001, c'est cadeau.